Maya, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Fais-moi confiance, je vais t'expliquer. Ils l'ont vendu un jeudi, pas lors d'une vente aux enchères, pas avec des papiers disant clairement ce que c'était, mais avec ce langage soigneusement choisi que les gens utilisent quand ils font quelque chose qu'ils savent être mal et qu'ils doivent faire passer pour autre chose. Un arrangement, une opportunité, une union, faite dans son meilleur intérêt. Maya était assise en face de la table de la cuisine, devant sa belle-mère, et elle avait écouté chaque mot et compris, avec la clarté totale de ses 21 ans passés à lire précisément les motivations de Patricia, que ce qui était présenté comme une opportunité était une transaction. Elle était en train d'être déplacée. La méthode était un mariage avec un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. 68 ans, malvoyant, extraordinairement riche, et son déplacement était enveloppé dans le langage du bénéfice, parce que Patricia avait appris, en 12 ans, que présenter les choses comme étant dans l'intérêt de Maya était le moyen le plus efficace d'obtenir son obéissance sans provoquer de scènes difficiles à expliquer à la famille du père de Maya. Le père de Maya était mort depuis 8 mois. Il ne restait plus personne pour faire une scène. Il ne restait plus personne pour remarquer. Patricia avait attendu exactement 8 mois pour cela, et Maya savait qu'elle attendait, et elle avait passé ces 8 mois à se préparer silencieusement à ce qui viendrait ensuite. Elle n'avait pas anticipé la forme exacte, mais elle avait anticipé quelque chose. Le sweat gris était déjà prêt. Le père de Maya s'appelait Joseph, un homme dont la qualité la plus constante avait été la chaleur humaine, et dont l'échec le plus important avait été son incapacité à voir clairement ce qui se passait dans sa propre maison, non pas par stupidité. Joseph était intelligent, il avait bâti une petite entreprise de construction prospère en 20 ans et avait dans sa communauté une réputation de justice et de bon jugement. Mais par amour. Il aimait Patricia avec la sincérité totale d'un homme qui avait perdu sa première épouse quand Maya avait 4 ans et qui avait passé 5 ans seul et en deuil avant que Patricia n'entre dans sa vie avec sa chaleur, son efficacité et ses 2 filles, et sa capacité à transformer une maison en foyer. Il l'avait aimée, et avait donc accordé à son jugement une confiance que ce jugement n'avait pas toujours méritée. Il avait interprété ce que Maya lui disait sur ce qui se passait en son absence à travers un prisme indulgent de mari qui avait besoin que son mariage soit ce qu'il croyait qu'il était. Il n'avait pas été un mauvais père. Il avait été un père qui aimait sa femme et sa fille, et qui n'avait pas compris pendant la majeure partie de l'enfance de Maya que les aimer simultanément demandaient une attention plus active qu'ils n'en donnaient, et que l'absence de cette attention avait un coût que Maya payait à sa place. Maya avait compris cela sans lui en vouloir. Elle avait développé, en 21 ans, la lucidité émotionnelle de quelqu'un qui a dû comprendre précisément les gens autour d'elle pour survivre, et qui possède donc une carte mentale très exacte et largement sans illusion de son entourage. Elle savait ce qu'était son père, et ce qu'il n'était pas. Elle savait ce qu'était Patricia. Elle savait ce qu'étaient Bianca et Simone. Non pas cruelles, simplement des filles ayant grandi dans un foyer où elles étaient prioritaires, et qui avaient donc développé une forme d'assurance naturelle d'enfant pour qui être au centre a toujours été la norme. Elle avait traversé ces 21 années avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui a appris que se faire petite est la manière la plus sûre de se déplacer dans un espace qui n'a pas été conçu pour elle. La mort de son père avait changé la géométrie de la maison d'une manière que Maya avait immédiatement ressentie et pour laquelle elle s'était préparée depuis les funérailles. Le trust, l'argent laissé par Joseph, les économies modestes mais réelles de 20 ans de travail étaient contrôlées par Patricia jusqu'aux 25 ans de Maya. La maison appartenait à Patricia. La chaleur que Joseph avait créée entre sa femme et sa fille avait disparu avec lui. Depuis 8 mois, Patricia retirait méthodiquement Maya du centre de la vie restante du foyer, sans cruauté particulière, ce qui était pire que la cruauté, car la cruauté reconnaît ce qu'elle est. Moins d'attention, moins de place dans les décisions, une érosion progressive de sa présence, toujours tolérée mais jamais désirée, tolérée seulement parce que l'amour de Joseph l'avait rendue nécessaire. L'amour de Joseph avait disparu. La tolérance avait une durée restante que Patricia avait calculée à environ 8 mois. L'intermédiaire qui avait apporté l'arrangement à Patricia s'appelait Cynthia. Elle évoluait dans des cercles sociaux où richesse et ambition se croisaient, et possédait un talent pour identifier des opportunités que les autres ne voyaient pas. Elle connaissait Patricia depuis 4 ans via une organisation communautaire et comprenait sa situation. La belle-fille, le trust, le problème d'une jeune femme légalement en droit de recevoir de l'argent que Patricia considérait comme sien. Cynthia avait présenté la solution. Edmund Cross cherche une épouse pour son fils, avait-elle dit. Il est traditionnel, il préfère les arrangements, il veut une jeune femme de bonne moralité. Patricia avait écouté, pensé à Maya, puis demandé ce qu'elle y gagnait. Cynthia avait donné un chiffre. Patricia avait réfléchi, puis elle avait accepté.
Ce que Cynthia avait dit sur Edmund Cross était globalement vrai mais trompeur dans les détails, de la manière précise dont les informations utiles sont parfois trompeuses, assez vraies pour être crues, assez incomplètes pour servir celui qui les transmet. Edmund Cross avait 68 ans, une grande fortune, une maladie oculaire dégénérative et une vision traditionnelle du mariage. Tout cela était vrai. Ce que Cynthia ne savait pas, c'est que la maladie avait été largement traitée 3 ans plus tôt, et que ce qu'Edmund faisait en portant des lunettes sombres n'était pas naviguer sans voir, mais observer sans être vu. Elle ne savait pas non plus que le choix du mariage n'était pas simplement une sélection, mais quelque chose qu'Edmund avait déjà commencé à façonner pour ses propres raisons. Edmund Cross avait bâti sa fortune dans les infrastructures sur 40 ans. Il avait commencé avec une équipe, un contrat, et avait grandi grâce à une combinaison de rigueur technique et de discipline financière. Il n'était pas célèbre, ni mondain. Une richesse discrète, qui n'a pas besoin de se montrer. Son fils Marcus avait 32 ans, ingénieur civil, entré dans l'entreprise 6 ans plus tôt par intérêt réel. Depuis 14 mois, Marcus mentionnait une jeune femme lors d'événements communautaires, sans voir qu'il répétait la même personne. Edmund, lui, l'avait remarqué. Il avait commencé à enquêter 4 mois avant le rendez-vous, non pas en préparation directe, mais parce que les indices convergeaient. Ce qu'il avait découvert dépassait largement ce que l'histoire de Patricia suggérait. Maya avait obtenu une bourse partielle après le lycée pour l'université d'État, mais elle n'avait jamais pu l'utiliser, car le trust censé la compléter n'avait pas été débloqué pour cela. Patricia avait financé les cours de danse de Bianca, les cours particuliers de Simone, des vacances familiales, et divers travaux domestiques. La bourse de Maya était restée en attente pendant 2 ans. Edmund était resté immobile en lisant cela. Puis il avait appelé Cynthia pour confirmer sa présence au rendez-vous. La voiture arriva un samedi matin devant la maison de Patricia. Un SUV Cadillac noir, accompagné d'un second véhicule avec une équipe de sécurité. Patricia ouvrit la porte habillée pour la performance, calme, maîtrisée. Bianca et Simone étaient placés dans le jardin en robe rose, soigneusement mise en scène. Maya les observa depuis sa chambre avec une fatigue profonde, celle de quelqu'un qui a toujours vu les mises en scène de Patricia. Patricia frappa à la porte de Maya et lui dit que c'était le moment. Maya changea de vêtements. Elle retira la robe choisie par Patricia, jolie, appropriée, parfaitement calibrée, et enfila son sweat gris. Elle se regarda dans le miroir, ses cheveux laissaient tels qu'ils étaient, et pensa que si quelque chose devait arriver, cela arriverait à la version réelle d'elle-même. Elle prit son sac et descendit les escaliers. Patricia avait vu le sweat gris et avait prononcé le nom de Maya avec un ton particulier qui contenait tout un argument. Maya avait répondu qu'elle était prête. Elles étaient montées dans la voiture. Edmund était debout lorsqu'elles étaient entrées. C'était un détail que Maya avait immédiatement enregistré. Parce qu'elle remarquait les détails et parce qu'un homme de 68 ans atteint d'une maladie oculaire dégénérative, debout pour l'arrivée d'une jeune femme de 21 ans en sweat gris, n'était pas la réponse attendue par défaut. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Les lunettes sombres étaient présentes, et elle les avait interprétées comme Patricia le lui avait dit. Une adaptation pratique d'un homme qui voyait mal. Marcus se trouvait dans le coin de la pièce. Elle ne l'avait pas immédiatement identifié, car elle analysait Edmund, la pièce, la situation, le garde près de la porte et la géométrie générale de ce qu'elle venait de rejoindre. Ce n'est que lorsque Marcus avait levé les yeux de son livre qu'elle l'avait regardé directement et avait ressenti ce déclic particulier d'une reconnaissance dont elle ne pouvait pas immédiatement identifier la source. La sensation d'avoir déjà vu quelqu'un dans un contexte inaccessible sur le moment. Edmund avait dit, dans les 4 premières minutes de la rencontre, qu'il n'allait pas l'épouser. Il l'avait dit avec une chaleur directe, comme quelqu'un qui décide que le plus utile est de supprimer immédiatement une fausse prémisse. Maya l'avait regardé. Elle avait senti quelque chose quitter la pièce, quelque chose qui pesait lourdement depuis que Patricia Lee avait placé le jeudi. Le poids précis d'une transaction déguisée en autre chose. Elle avait dit que c'était la meilleure nouvelle qu'elle avait reçue depuis 8 mois. Edmund avait souri. Ce sourire avait transformé son visage d'une manière que les sourires authentiques produits chez les personnes habituées à la retenue professionnelle, le rendant soudain et complètement lui-même d'une façon désarmante. Dans le coin, Marcus avait regardé son père avec l'expression d'un homme qui comprend ce que son père est en train de construire et qui n'est pas totalement surpris, mais totalement intéressé. Patricia avait été conduite dans le salon par un membre du personnel d'Edmund quelques minutes après leur arrivée, poliment, d'une manière qui rend tout refus socialement impossible. On y servit du thé, et elle y resta avec sa maîtrise et sa colère pendant toute une conversation dont elle ne faisait pas partie et qu'elle ne pouvait pas entendre. Elle construisait dans ce salon la version de ce qui, selon elle, se passait dans l'autre pièce.
Edmund évaluant Maya, Maya étant présentée, l'arrangement avançant vers sa conclusion. Elle construisait cette version parce qu'elle en avait besoin pour être vraie, et parce que l'alternative, que la version qu'on lui avait racontée et la version réelle soient différentes, n'était pas quelque chose qu'elle avait anticipé. Dans l'autre pièce, Edmund avait tout dit à Maya. Il l'avait fait de manière efficace, sans préambule inutile, car il était un homme qui avait bâti 40 ans de réussite en ne perdant pas de temps sur ce qui n'avait pas de sens. Il lui avait parlé de l'arrangement de Patricia. Il lui avait parlé de l'intermédiaire, du montant mentionné et de la transaction financière effectuée autour d'elle sans qu'elle le sache. Il avait posé sur la table, entre eux, un document imprimé préparé par son avocat, détaillant les termes précis de l'accord, y compris le paiement versé à Patricia. Maya avait regardé le document. Elle l'avait lu avec une attention totale, s'assurant de comprendre chaque mot avant de répondre. Puis elle était restée très immobile pendant un long moment. Les larmes étaient venues sans son autorisation, comme une forme de retenue qui cède après avoir été trop longtemps maintenue. Elle n'avait pas pleuré bruyamment. Elle avait simplement eu des larmes sur le visage, sans chercher à les effacer, car les effacer aurait demandé une attention qu'elle dirigeait ailleurs. Edmund n'avait rien dit pendant ce temps. Il n'avait pas proposé de mouchoir, ni de réconfort, ni comblé le silence de paroles inutiles. Il avait simplement été présent dans le silence, avec le respect de ceux qui savent que parfois le silence est la seule réponse correcte. Marcus était également resté silencieux. Il l'observait avec une attention particulière, celle qu'il accordait aux personnes réellement compétentes, et il avait reconnu exactement ce que son père lui avait appris à reconnaître. Edmund lui avait ensuite expliqué ce qu'il allait faire. Le paiement serait annulé. L'argent versé à Patricia serait récupéré. Les preuves de l'arrangement existaient et étaient entre les mains de son avocat. Il lui avait expliqué qu'il avait déjà organisé un logement pour Maya, qu'elle pouvait intégrer dans la semaine, sans condition financière. Il lui avait dit que la bourse qu'elle avait demandée 2 ans plus tôt faisait partie d'un programme financé par sa fondation, et que son dossier avait été mis en attente uniquement faute d'adresse résidentielle valide. Il avait tout dit clairement, sans attendre de réponse en retour, car il ne voulait rien d'elle en retour. Maya l'avait regardé longtemps. Elle avait demandé pourquoi il faisait cela. Edmund avait répondu que c'était la bonne chose à faire, et que la bonne chose à faire était souvent aussi la chose la plus intéressante à faire, surtout à 68 ans, lorsque l'argent accumulé cesse d'avoir un intérêt en lui-même. Maya avait dit que c'était une raison très précise. Edmund avait répondu qu'il était une personne très précise. Marcus avait laissé échapper un son entre le rire et autre chose. Maya avait regardé Marcus directement pour la première fois. La reconnaissance s'était intensifiée. Elle lui avait dit qu'elle l'avait déjà vu. Il avait répondu qu'il savait. Elle avait dit qu'il n'avait rien dit. Il avait répondu que le moment ne s'était pas présenté. Elle avait dit qu'il se présentait maintenant. Il avait dit qu'il en était conscient. Il avait ajouté qu'il aimerait l'inviter à prendre un café si le timing n'était pas totalement catastrophique. Elle avait regardé Edmund, qui avait levé les yeux au plafond. Elle avait dit que le timing était effectivement catastrophique. Puis elle avait dit oui. Patricia était sortie du salon après 2 heures avec l'expression de quelqu'un qui comprend que la version qu'elle avait construite n'a aucun rapport avec la réalité. Elle avait vu Maya et Marcus discuter. Elle avait immédiatement recalculé la situation. Edmund l'avait ensuite emmené dans son bureau et lui avait expliqué ce qu'il avait déjà dit à son avocat. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'avait pas utilisé de menaces dans le ton, seulement dans le contenu, ce qui est plus efficace. Patricia avait compris qu'Edmund avait su exactement ce qu'elle faisait depuis le début et qu'il avait laissé faire pour pouvoir contrôler entièrement la situation. Elle n'avait rien répondu. Il n'y avait rien à répondre. Maya était allée prendre un café avec Marcus cet après-midi-là. 3 heures. La conversation avait porté sur les événements, les rencontres, les 3 moments où ils s'étaient croisés sans parler, et sur le fait que ces coïncidences n'étaient peut-être pas des coïncidences. Marcus avait expliqué que son père ne faisait rien sans raison, et que la raison ici était qu'il avait relié les 3 mentions que Marcus avait faites d'elle. Maya avait dit qu'elle ne savait pas qu'il avait parlé d'elle. Marcus avait répondu qu'il ne savait pas non plus qu'il le faisait. Elle avait dit que c'était soit très honnête, soit très bien construit. Il avait répondu qu'il ne construisait rien et qu'elle pouvait vérifier avec le temps. Elle avait dit qu'elle le ferait. Puis elle était partie faire ses valises. Il avait dit qu'il pouvait l'aider. Elle avait dit qu'elle pouvait gérer. Il avait répondu qu'il savait, mais qu'il voulait aider quand même. Elle l'avait regardé. Puis elle avait dit d'accord. L'appartement fourni par Edmund se trouvait au 4e étage, à 12 minutes de l'université où sa bourse avait été acceptée. Petit, propre, avec une fenêtre donnant sur une rue inconnue, un sol propre, des murs à elle, une cuisine à elle, une porte à elle, une serrure à elle,
rien qui appartienne à quelqu'un ayant déjà décidé qu'elle valait moins qu'elle-même. Le premier matin, elle s'y tenait avec son sac, le sweat gris dessus, regardant la fenêtre et la rue, comprenant qu'elle avait passé 21 ans dans des espaces qui n'étaient pas faits pour elle, et que celui-ci l'était. Elle enfila le sweat gris. Elle fit du thé. Elle s'assit à la table et regarda la lettre de bourse et le numéro de Marcus, et pensa que ce que sa belle-mère avait voulu être une élimination était devenu, avec une ironie parfaite, le début de tout. Elle ne dit rien à Patricia. Elle ne dit rien du tout. Certaines réponses se vivent en silence, dans un sweat gris, dans un appartement au 4e étage, avec une fenêtre et une rue à apprendre. Elle avait toujours su cela. Elle était simplement en train de le vivre enfin. Edmund appela le jeudi de sa 2e semaine. Il lui demanda si elle s'installait bien. Elle répondit oui. Il lui dit que son fils avait parlé d'elle plusieurs fois. Elle répondit que Marcus n'était pas du genre loquace. Il dit que c'était exact. Puis il ajouta qu'il était content qu'elle ait porté le sweat gris. Elle demanda pourquoi. Il répondit que cela lui avait immédiatement montré qui elle était, et que cela confirmait ce qu'il avait compris après 4 mois de recherche. Elle demanda ce qu'il avait trouvé. Il répondit qu'il avait trouvé quelqu'un d'intelligent, sous-estimé pendant 21 ans, et devenu quelqu'un que cette sous-estimation ne pouvait plus atteindre. Elle dit que cela semblait épuisant. Il rit, et elle pensa que c'était la première fois qu'elle faisait rire un milliardaire de 68 ans de manière authentique, et que c'était probablement le bon début pour tout ce qui suivrait.